bonjour à vous toutes et à vous tous, la famille Psynaps, et bienvenue encore une fois dans ce café qui est votre émission quotidienne tous les jours de 14 heures à 15 heures, et ce pendant toute la durée du confinement. Et j'en profite pour faire un petit bisou à ma fille que j'aime énormément et qui me manque, ma chérie d'amour. Tout de suite, effectivement, on va parler de la famille, et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir mon camarade, celui qui est un petit peu le patriarche des montagnes de Céline et qui est aussi l'amoureux de Ludivine, Stéphane Bini. Coucou. Hello. Hello. T'es venu avec ton petit Maggie. Je suis venu avec Maggie, la référente, la petite dernière de ma famille de référence. Voilà. Ah, c'est ta famille de référence, les Simpsons? Grave. Donc tu es venu avec tes donuts alors? Toujours. Jamais sans mes donuts. Jamais sans à ne pas confondre avec l'anneau gastrique hypnotique. Hein, évidemment, ce n'est pas la même chose. Pardon pour ça. Bien, alors pour vous rappeler, avant qu'on continue à parler de systémie et de famille, cet après-midi, vous aurez un tea time de Cécile en hyper impérien, un voyage hypnotique en extension des champs de conscience, c'est vraiment super. Demain, une émission co-animée avec Alain Héril sur les rêves et l'interprétation du rêve. Après-demain, parole d'expert, prenez votre power shot, ça c'est la 3e émission de coaching qu'on aura avec Janet. Après-demain, parole d'expert, voyage du héros, etc., etc. C'en est un petit peu plus tous les jours, au café et au thé. J'en profite aussi pour vous dire qu'on a bien reçu vos vidéos et on vous remercie beaucoup déjà pour l'effort qui est fait. Parmi vous, il y a beaucoup de gens qui se sont dépassés, qui nous ont proposé des choses hyper sympas. Je pense au Vizir, au coach de rugby, à Maïté, à ceux qui font du piano, à ceux qui sont dans leur professionnel de la profession, et c'est super. Donc on est en train de vous faire un petit medley de tout ça et vraiment merci. C'est top, vous avez fait du super boulot et on sait que par rapport à cette prise de parole, beaucoup d'entre vous se sont vraiment dépassés. Donc vraiment, c'est chouette. Merci beaucoup. On vous invite toujours à penser à faire des cœurs, à liker, à partager. Abonnez-vous à la chaîne Synapse. Ça nous permet de faire circuler l'information, puis aussi d'accueillir aussi, pourquoi pas, vos désirs. Quel sujet vous aimeriez qu'on aborde? On a encore un petit peu de temps, donc c'est le moment d'échanger et de partager, n'est-ce pas? Et maintenant, on revient. C'est notre 2e volet en systémie. On en a déjà fait une sur le couple et tout de suite, je vais laisser la parole à Stéphane. Eh bien, merci. Alors, Laure, merci. Bien. Oui. Donc, oui. Alors, en fait, comme on l'avait déjà dit la dernière fois, et comme je pense que c'est probablement important de le préciser, on avait travaillé sur le couple, on avait travaillé sur la systémie, on est toujours dans une démarche de thérapie brève, on est orienté solution, ce qui ne veut pas dire qu'on est hermétique à ce qui peut s'être passé. La preuve, on va s'en servir un petit peu aujourd'hui. Maintenant, on va vous parler de modèles, on va vous parler de choses qui sont importantes et qui fonctionnent pour nous dans notre pratique thérapeutique et dans notre vie de tous les jours. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire que c'est bien ou que c'est mal, encore une fois. On garde l'idée que ça reste des modèles et qu'on va parler de choses qui sont adaptées, qui sont inadaptées, qui fonctionnent ou qui dysfonctionnent. Pas mieux. Approche non normative. On lève les étiquettes et puis vous pourriez continuer à vous poser la question, pour vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la famille? Mais tout de suite, j'en profite là que tu te rinces un petit peu pour que tu puisses très bientôt m'envoyer le jingle. Tu es prête à tailler? Ok, je suis une communauté de personnes réunies par des liens de parenté. Je suis dotée d'une personnalité juridique, d'un nom, d'un domicile et d'un patrimoine commun. Je crée entre ses membres une obligation juridique de solidarité morale et matérielle censée les protéger et favoriser leur développement social, physique et affectif. Je suis... La famille, évidemment. Donc on a une belle définition. Cette définition, si vous la voulez, je peux vous la faire au ralenti. On veut bien que tu la fasses au ralenti, ouais. Mais je vais la faire un petit peu plus vite que le ralenti quand même. On est donc sur pour le coup, une norme de ce que pourrait être la famille, alors avec effectivement une définition, parce qu'une famille, c'est une communauté, c'est plusieurs personnes qui vont être réunies par des liens de parenté. Une famille est dotée aussi d'une personnalité juridique, d'un nom, d'un domicile, d'un patrimoine commun, et on reviendra sur le fait que le patrimoine est assez important, et peut-être que c'est aussi ce qui a fait que cette famille existe aujourd'hui comme elle a été créée.
Et elle crée effectivement entre ses membres une obligation juridique de solidarité morale et matérielle. Elle est censée protéger les individus qui la composent et favoriser leur développement social, physique et affectif. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire de ce qu'est la famille. Alors évidemment, ça c'est une définition qu'on rencontre dans ce qu'on travaille nous en formation. C'est une définition qu'on rencontre de manière un petit peu, comment dire, normative, là pour le coup. Mais on a probablement tous une façon de vivre la famille, de penser la famille, d'intellectualiser ou d'imaginer la famille. Et c'est peut-être intéressant de vous poser cette question, à vous qui nous regardez, qui nous écoutez aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une famille pour vous ? Oui, parce qu'effectivement, après, qu'est-ce qu'on met derrière le mot famille? Là, pour l'instant, on est sur une pensée, j'ai envie de dire, presque génétique, comme si dans famille, on pouvait emmener une filiation de sang. Et pourtant, il est possible aussi, pourquoi pas, d'avoir une famille avec des membres rapportés, adoptés. Qu'est-ce qui fait que c'est une famille? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette sensation d'appartenance à un groupe peut-être un peu plus proche que celui d'un ami ou de collègues? On pourrait se demander, est-ce que Synapse World, est-ce que là, ce qu'on est en train de faire, notre communauté, est-ce que c'est pas une famille? Moi, quand je regarde ces familles, je me dis, bah, quelque part, c'est un petit peu comme un frère. On est plusieurs à s'appeler comme ça, en sororité et en fratrie. On a aussi notre papa et notre maman, en fait, dans cette famille de Synapse. Ils se reconnaîtront. Et après, évidemment, c'est quoi pour vous la famille? Et c'est rigolo parce que quand on parle de la famille, on a un petit peu plein d'idées reçues. Alors, il y a ceux qui vont dire la famille, c'est merveilleux. Il y a ceux qui vont dire la famille, je la subis, je la déteste. Il y a ceux qui vont dire ah bah, la famille, on la choisit pas. Qu'est-ce que t'en penses, ça? Est-ce qu'on choisit sa famille ou on la choisit pas? C'est une histoire de paradigme encore. Certainement qu'il y a des personnes qui vont dire si, on choisit sa famille avant même d'arriver sur cette planète, sur cette terre, dans ce corps. On a choisi parce qu'on a des choses à vivre, on a une mission à remplir. Et peut-être que si on reste sur le ici, maintenant, aujourd'hui, on a la famille qu'on a. Est-ce qu'on l'a Je vois la famille à lunettes, merci. Nous sommes une famille à lunettes. Véronique, on fait partie de la même famille. Merci. Mais oui. Non, d'ailleurs, c'était même pas ça, c'est ça. Voilà. Ça. Mais oui, on peut avoir, en fonction du paradigme, imaginer qu'on choisit sa famille, et puis on peut imaginer qu'on la choisit pas et qu'on est arrivé et qu'on doit faire avec ce qui est là et composer finalement avec ce dont on dispose et ce à quoi on appartient. Et oui, et là, on voit vos représentations arriver. C'est exactement ce qu'on voulait vous proposer. Merci beaucoup. Pour Françoise, la famille, c'est complicité, amour, sincérité. Je vois Didier aussi qui nous cite le parrain. Justement, on pensait à la citation de Don Corleone qui dit à un moment donné, on ne devient un homme que si on s'occupe bien de sa famille. Quelque chose un petit peu du genre. Bon, en mieux dit, quoi, en mode Corleone, quoi. Et effectivement, la question, c'est de savoir comment on peut créer des liens ou les reconnaître, quel patrimoine, quelle valeur aussi, qu'est-ce qui est issu et qui fait qu'on peut se définir comme étant appartenant à. On a tous dans notre environnement des gens qui sont en conflit, soit avec leurs frères et leurs sœurs, soit avec leurs parents, qui ont parfois décidé de complètement couper les liens, qui les renient dans cette génétique et dans cette éducation. Et puis il y a ceux au contraire qui sont très très proches, la famille avant tout. Et nous, on s'interroge sur c'est quoi ces concepts, c'est quoi ces modèles, sachant que nous sommes des Français dans une culture et que la définition de la famille telle qu'elle doit se vivre en France, elle appartient aussi à un contexte de vie. Oui, c'est important de recentrer, finalement, de recontextualiser, parce qu'en fait, on a ce modèle occidental, on a la possibilité on pourrait réfléchir à la famille et à son histoire. Alors, il y a un livre qui le reprend bien, c'est La famille sous l'Ancien Régime de Philippe Ariès, qui traite la question de la famille d'un point de vue socio-historique. Et on peut aller encore un petit peu plus loin et se demander comment a été créée la famille, à quoi elle servait à ce moment-là, parce que dans le règne animal,
mais pas sûr d'identifier des structures comme celles qu'on connaît, nous, en Occident, avec un modèle peut-être nucléaire, papa, maman et les enfants qui vivent au même endroit. Dans la nature, on n'a probablement pas ces modèles-là, ou très rarement, il y a quelques animaux qui peuvent être fidèles et rester ensemble, donc le couple peut durer, mais la famille telle qu'on la connaît, avec les éléments qui vivent tous au même endroit et qui grandissent ensemble pendant des années, c'est quelque chose qui s'est finalement construit parce que ce modèle a voulu exister, parce qu'il était utile pour la société dans laquelle il a émergé. On pourrait penser, alors c'est un terme qu'on se disait quand on a préparé cette émission et qui t'a beaucoup plu, c'était le fait d'éviter la dissémination de bâtards, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que c'est à ce moment qu'on utilise un petit peu Maître Capello ou pas encore? On peut. Alors vas-y, alors je t'écoute. Bâtard. Bah oui, Voilà. mais tel qu'on l'entend historiquement, effectivement, tel que c'était tel dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'avec le temps, c'est devenu un petit peu péjoratif. Mais pour autant, si on revient à l'histoire, effectivement, le bâtard, c'était l'enfant semi-illégitime ou semi-légitime en fonction du verre à moitié plein ou à moitié vide. Et la question de la famille telle qu'elle se construit en nucléaire vient impacter en quoi cela permet de garder notamment le patrimoine, d'éviter que les richesses se dissolvent et soient perdues pour continuer à faire fleurir comme ça. Il y a de l'intérêt. C'est aussi pour éviter la propagation de maladies. Je vois que tu souris, va-t-elle le dire ou pas, mais il y a une dimension un peu hygiéniste aussi. Est-ce qu'on évite la syphilis en restant dans la famille, dans quelque chose de plus fidèle, de plus loyal? Qu'est-ce que ça permet de faire quand ça permet de le faire? Mais si tu voulais remettre une définition plus Maître Capello, je t'écoute. Bah non, je suis assez d'accord avec toi en fait. Là c'est vraiment l'idée que on va éviter, quand on parlait du bâtard, donc c'est le fruit d'une union illégitime, et c'est imaginer que tout le monde pourrait se réclamer être le fils d'eux ou la fille d'eux, et de demander à avoir certains pouvoirs, certains privilèges, peut-être effectivement une partie de ce patrimoine. Et donc le but du jeu, c'est effectivement, quand cette famille émerge, qu'elle évite que chacun puisse aller forniquer, si on peut le dire comme ça, et finalement laisser la possibilité à ces bâtards finalement de venir demander à récupérer une partie de ce patrimoine-là. Donc on a un modèle qui fait qu'on a un ordre moral qui se crée grâce à ça, parce que la famille, effectivement, il y a quelque chose autour de la loyauté, de la fidélité. On reste dans un schéma. Alors il y a aussi la religion qui vient s'associer à cette création-là au Moyen-Âge et un petit peu avant. On a des valeurs qui sont derrière, on a cette loyauté, on a cette fidélité, et c'est quelque chose qui fait que on va observer après, dans le cadre du travail qu'on peut faire nous en thérapie, quand on a une relation qu'on peut évaluer comme une relation étant toxique. On va dire, si cette relation elle est toxique, tu t'en sépares en fait, tu arrêtes d'interagir, tu arrêtes de rester en lien avec cette personne-là. Et cette relation toxique ne pourra plus exister. Et quand il s'agit du père, de la mère, des frères, des sœurs, on dit ah ouais, mais non, je peux pas, parce que c'est quand même, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma sœur, c'est mon frère. Là, du coup, ça devient presque impossible, parce qu'il y a effectivement cette loyauté et cette fidélité inconditionnelle, finalement, à ce système famille. Oui, et je vois passer des questions. Richard qui nous dit, mais comment créer un système à partir de plusieurs systèmes? C'est vraiment, c'est tout le jeu, et c'est toute la démarche là qu'on a dans cette approche systémique ici. Et on y reviendra dans la deuxième partie de cette heure-là, où justement on va voir comment chacun dans son propre système recrée des autres sous-systèmes, et comment effectivement, pourquoi pas, le système couple se met en mouvement, pas face, mais face à un système, pourquoi pas, d'enfants, face à une fratrie, pourquoi pas face à des grands-parents, face à des oncles et des tantes, et comment tout cela va créer des connexions, des interactions, avec parfois de la fluidité, parfois des choses qui se figent, parfois
des conflits et parfois de l'entraide, et comment un petit peu à l'intérieur de tout ça, ça permet aussi, pourquoi pas, l'émergence d'une conscience identitaire. Alors après, à voir si c'est juste ou si c'est pas juste en fonction de qui on est, mais l'un des axes de développement personnel, c'est le sentiment d'appartenance. Et effectivement, le groupe famille, le système famille, c'est le premier auquel on appartient et dans lequel on peut s'identifier et trouver un peu ses repères. Et on verra ensuite qu'en fonction des relations et des systèmes et des transactions qu'il y a entre les différents membres de la famille, ça va conditionner ensuite une manière de se vivre dans le monde jusqu'à ce qu'on décide de la revisiter si jamais c'est limitant. Tout à fait. On a 3 éléments qui sont assez essentiels dans le travail qu'on fait, avec la famille. C'est effectivement, la famille contribue au développement de l'identité, tu l'as dit. On a, cette famille qui a aussi une fonction de développement social, et tu l'as dit, parce que quand je vais apprendre à interagir avec mes parents, mais que je vais apprendre aussi à interagir au sein de ma fratrie, avec mes frères, avec mes sœurs, et ben, je vais aussi apprendre, les règles sociales quelque part. Alors, parfois, elles peuvent être, on peut être suffisamment imprégné de l'environnement social dans lequel on est pour retrouver les mêmes codes dans la famille et dans la société. Et parfois, eh ben, quand on a des familles d'expatriés, quand on a des familles de réfugiés politiques, quand on a des familles simplement d'immigrés qui se retrouvent dans un environnement qui est originellement pas le leur, eh ben, on peut se retrouver avec une espèce de double contrainte identitaire, c'est-à-dire que je dois être ça, mais je dois aussi être ça. Moi, je me souviens d'une personne qui était venue me voir en cabinet. Elle était originaire d'Algérie. Ses parents étaient arrivés en France et ils étaient musulmans, ils étaient pratiquants à la maison. Et en dehors de la maison, les parents avaient dit à leur fille et à leur fils, mais là en l'occurrence c'était cette fille qui venait me voir en cabinet, lui avait dit quand on est à l'extérieur, on est français, donc on fait comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est plus pratiquant, on ne fait plus la prière, on ne porte pas le voile, on n'est pas, on ne, il y a presque, je renie mes origines, c'est-à-dire que je vis l'identité de ma famille, l'identité de ma culture dans mon environnement familial, mais quand je suis dehors, j'arrête, je renonce à ça parce qu'il faut que je sois quelqu'un d'autre. Ça me fait penser ce que tu donnes comme exemple justement à une personne avec qui j'ai échangé là récemment, d'origine algérienne aussi, kabyle, et qui, dans son cadre professionnel en France, alors ça fait des liens avec d'autres débats, mais pour autant, sur le cadre de la famille et de la conscience identitaire, c'est assez intéressant parce que dans son travail, il ne pouvait pas se nommer, il a francisé son nom. Et de ce fait, il est toujours en fait en association avec deux prénoms, un à connotation kabyle et puis un à connotation plus française. Et ça pose aussi la question du nom de famille. Et ce nom de famille aussi, qu'est-ce qu'il transporte, qu'est-ce qu'il importe? Comment on dit moi je suis une Roussel, nous chez les Roussel, on a tel type de comportement, tel type de pensée. Et parce que je suis Roussel et que ce nom vient vibrer en moi, ça appelle des choses. Ah, je t'ai vu, t'as chanté dans ta tête. J'ai pensé à ton frère cadet. Oui, qui est mon frère aîné. Ah, dommage. Voilà. Et là, on y est, plein dedans. Et c'est l'histoire de ma vie entière qui vient de se redessiner par ce cadet Roussel. Désolé. Heureusement, tu viens. Comme tu es un peu comme un frère, je veux bien que tu viennes réparer cette forme. Mais je suis un peu ton petit frère. Tu es un peu mon petit frère cadet. Ben oui, exactement, vu que j'ai 22 ans. Tu as 22 ans, absolument. Et du coup, effectivement, on a cet étiquetage, ce nom de famille, qu'est-ce qu'il porte? Il y a beaucoup de commentaires qui sont passés sur les secrets de famille. Qu'est-ce qu'on a aussi, peut-être on va revenir plus en détail, mais qui nous a été transmis, peut-être des moments dramatiques, peut-être des moments plus heureux, et en quoi tout cela crée un système de valeurs, un système de compréhension, un système identitaire, des comportements qui fait qu'on peut se reconnaître entre soi, en famille, et puis ensuite peut-être se mettre en relation avec d'autres familles qui elles-mêmes vont pouvoir créer d'autres interactions. Je te vois sourire. Je lis les commentaires en même temps, mais ah oui, ouais, effectivement. Ah oui. Donc on voit alors qu'effectivement il y avait ces fonctions dans la famille. On avait cette fonction d'identité, on avait cette fonction sociale, on a cette fonction éducative. On est aussi, on a en tant que parent
le devoir d'éduquer. Alors bon, ça ce serait encore, ça reste une croyance, mais qui reste en lien avec les définitions qu'on peut trouver et les obligations qu'on a en tant que citoyen vis-à-vis de sa famille. Maintenant, on a plusieurs formes de famille. Et c'est vrai qu'on a la famille classique, alors qu'on dit nucléaire, avec donc nucléaire qui vient de noyau, avec ce côté papa, maman et les enfants. Et c'est quelque chose qui est largement répandu aujourd'hui. Mais si on revient encore un petit peu en arrière et qu'on fait un petit peu d'histoire, quand la France, avant la révolution industrielle, finalement, quand la France était encore un pays, une nation agricole où il y avait beaucoup de fermes et il y avait donc besoin de main-d'œuvre à la ferme, et ben, il y avait la famille pluri- ou multigénérationnelle qui pouvait vivre avec plusieurs générations au sein du même foyer. Donc on parle de famille nucléaire ou de foyer nucléaire, on parle de famille ou de foyer multigénérationnel, on parle de foyers monoparentaux, parce que la famille monoparentale n'existe pas, il y a forcément un papa et une maman, en tout cas biologiquement. Après, on a aussi des familles homoparentales. On a pas mal de modèles finalement, et on voit qu'il y a de plus en plus cette mutation qui fait que rien n'est vraiment normal. On va voir qu'il y a probablement des enfants qui sont bien plus heureux dans une famille avec un couple homoparental que des enfants dans une famille avec deux parents qui sont hétéros, qui se détestent, qui s'insultent, qui se lèvent la main dessus et qui peut-être battent aussi leurs enfants. Alors, il y a toujours une norme en fonction de ce qu'on a vécu, de la culture, et puis on peut imaginer différents modèles. Et c'est là que ce sera un savoir finalement qu'est-ce qui est pour vous la famille et qu'est-ce qu'on peut accompagner comme modèle du monde en termes de représentation de famille différents. Oui, et ce modèle du monde, je reprends ce que tu disais, c'est vraiment effectivement en fonction de ce qu'on a reçu de notre premier modèle, dans quel type de famille on a construit. Mais effectivement, aujourd'hui, où on voit que certaines coutumes et certains mœurs ont changé, je pense aux séparations, aux divorces, aux reconnexions familiales, aux familles augmentées, en fait, comment à un moment donné tout ce modèle change aussi et amène de nouvelles interactions. Je pense aux familles recomposées, augmentées, où à un moment donné, c'est presque les enfants qui finissent par nommer les conjoints, les conjointes. Il y a une notion un peu d'adulte accompagnateur en fait. Donc après, encore une fois, ce sont des modèles, c'est plus en fait des modèles pour réfléchir la famille et ses systèmes et quelles sont les interactions. Et l'idée, c'est de savoir comment vous avez envie de les engager ou de travailler avec vos clients qui engagent ces questions relationnelles, parce que dans cette approche non normative, on n'est jamais là pour dire qu'il y a un modèle qui va prédominer sur les autres. Surtout qu'on sait bien qu'on est issu, encore une fois, d'un contexte et d'une culture, qu'il y a d'autres mondes où on est dans des sociétés plutôt matriarcales, il y a des cultures dans lesquelles on est polygame, il y a des cultures dans lesquelles ce sont les oncles et les tantes qui élèvent les enfants et vice-versa. Il y a beaucoup de modèles différents. Donc la question est, quel serait le meilleur modèle pour vous? Comment avez-vous envie de le nommer? Dans quel système de valeurs? Et qu'est-ce que ça vient faire résonner chez vous? Et c'est d'ailleurs certainement l'heure de s'adonner à cet exercice mondialement connu et qui a vu le jour au beau milieu d'un temple de la province du Henan chez Psylapse. Et oui, il y a quelques dizaines de jours, à savoir le fameux prenez un stylo et une feuille afin de noter ce qui est important pour vous. Donc si vous voulez faire un exercice, si vous voulez travailler en même temps que vous nous écoutez, on peut avoir quelques questions à vous poser, sachant qu'il y a déjà la famille qu'on peut imaginer comme la famille dont on est issu, la famille qui vous a vu naître avec vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, vos frères, vos sœurs, etc. Et puis la famille que vous avez construite ou que vous êtes en train de construire, si vous êtes en couple avec un enfant, deux enfants ou autre, voir un petit peu comment ça se passe. On peut considérer les deux. On verra qu'en fonction du travail qu'on a à faire, on pourrait prendre la première pour voir comment elle influence la deuxième, c'est-à-dire comment la famille dont on est issu influence la famille qu'on construit. On pourrait donc travailler sur ces deux niveaux.
Et on pourrait travailler sur cette famille à laquelle on appartient, comme on le disait tout à l'heure, peut-être dans laquelle on s'est forgé, formaté, construit, vous utilisez le terme qui vous convient, et vous poser la question et voir en quoi, finalement, cette famille est particulière. Prenez le temps de vous poser cette question et de vous dire la famille dont je suis originaire, la famille dont je suis issu, en quoi est-ce qu'elle est particulière? Qu'est-ce qui fait que on la distingue des autres? Alors, ce serait une phrase. Ouais. Oui, vas-y. Non, vas-y. Oui, ce serait une phrase qui serait l'objet d'une généralisation, ce qu'on appelle en PNL. Ce serait vraiment nous, chez les nous sommes comme cela. Et comment vous pourriez avoir envie d'écrire cette phrase, par exemple? Toi, par exemple, chez les Bini. Alors, nous, chez les Bini, c'est un peu différent. Parce que. Ah bah, évidemment, c'est différent. Déjà, voilà, nous, chez les Bini, c'est différent. Non, mais si je te dis que nous, chez les Roussel, c'est différent encore plus. Oui, mais c'était évident. Ça, je n'en ai jamais douté. D'ailleurs, tout le monde le dit, hein, tu sais. Enfin, ouais, je dis tout ça, le monde. je dis rien. Ouais. Mais ça pourrait être chez les tiens, alors ça, c'est sympa, ça. Je crois que chez les Duval et les Vernège, hein, je sais pas. Bon, ça, c'est une autre histoire. Pardon, j'étais en train de lire les commentaires. Moi, j'ai un beau-père qui s'appelle Duval et qui est né en 1951. Ça ne s'invente pas, tu vois. D'où l'idée de penser que dans la famille Duval, on aime bien boire pendant les repas de famille, par exemple. Ça, c'est une croyance. Ah ouais, dans la famille Duval, on aime bien boire. Et super. Pas que du Ricard. Et pas que du Ricard. Bah, je me doute bien. Et ça, c'est l'influence des montagnes, peut-être, probablement. Il y a quelque chose un peu comme ça. Alors, du coup, chez les Bini, on pourrait être des travailleurs ou des bricoleurs. Voilà, ça, on est des bricoleurs chez les Bini. Ou alors, on est manuel. Ouais. Alors que dans la famille, donc ça, c'était la famille de mon père, hein, c'était bricoleur, manuel plutôt, tandis que dans la famille de ma mère, il y avait plus des intellectuels. Et ils s'aiment quand même. Et je vois là, nous chez les Amen, on est des killers, ben, bien sûr, mais ça se voit de génération. Et chez toi là aujourd'hui, évidemment que tu es une killeuse, évidemment. Il y a des omissions aussi, bien sûr, dans tout ça. Bah, effectivement, quand on commence à se nommer, à s'identifier, et c'est intéressant. Si on commence à dire nous chez les Roussel, alors je parle pas de la famille dont je suis issue, je parle pas de mes parents, mais je parle de moi et ma fille. On est nuls en orthographe. Voilà. Et en fait, on est hyper fiers de ça parce que ça nous permet de penser le monde différemment. Du coup, chez les Roussel, on est des poètes. Mais ceux dont je suis issue, les Roussel, on est des artistes et des intellos. D'accord. Donc, vous êtes des poètes avec des mots qui n'existent pas. En tout cas, orthographiquement. Des poétéros, peut-être, ça s'appelle. Des poètes en néologisme. Mais c'est intéressant comme c'est présent toujours, ces notions de famille, de qui, de quoi. Moi, je sais qu'à chaque fois que je vais prendre parole, j'ai toujours un moment où je vais penser à ma maman et me dire « Ah, est-ce qu'aujourd'hui, elle va trouver que je suis bien coiffée ?» Du coup, aujourd'hui, pour lui faire plaisir, je me suis lâché les cheveux. Parce qu'encore à 40 ans, ce que pense ma mère, ça vient résonner. Et ça pourrait influencer encore des choses. Après, libre à nous de voir à quel endroit on a envie de décrocher, raccrocher. Donc, on continue. Nous, chez les Diaz, nous sommes trop géniaux et débrouillards. Ah ben, génial. Mais pourquoi trop, Paola? Vous êtes géniaux. Chez les rois, on ne faisait rien comme les autres. Pas de télé, pas de fête en grand nombre. L'avantage, aiguiser son sens, critiquer. Critique l'inconvénient, se sentir exclu. Ah, super. Et observez, là, ce qui est génial, c'est qu'on voit que vous échangez avec nous des généralisations avec des valeurs importantes qui sont très, très porteuses. Enfin, pour l'instant, j'ai pas tout lu peut-être en détail, mais c'est plutôt porteur tout ça. Donc, c'est sympa comme il y a un élan derrière et qu'on se sent comme faisant partie d'un clan, soutenir. Est-ce qu'il y a des choses qui... Je vois Stéphane qui gueule, je ne sais pas ce qui te fait. Chez les deux Prater, on est des coiffeurs. Ça me plaît beaucoup. Ah. Ouais, non, il y a des parce perles. Que il faudra relire le fil de la, il faudra relire le fil de la discussion, mais il y a des vraies perles. Et ça peut, mais oui, mais on adore.
Et oui, mais d'ailleurs, ça me fait faire un lien. Bah, j'adore que vous soyez des coiffeurs. On en parlait tout à l'heure, avant la révolution industrielle. Effectivement, en quoi la famille et la profession de la famille va impacter peut-être une manière ensuite de vivre et une protection. On enfonce des portes ouvertes, mais c'est intéressant quand même d'y réfléchir. Quand on est enfant de profession libérale, que peut-être le parent ou les parents qui nourrissent le reste de la famille n'ont pas besoin de l'intervention d'une personne externe ou qu'il y a des salariés, c'est une chose. Je pense à des professions dans lesquelles peut-être les coiffeurs, je sais pas, je pense au boulanger, mais j'avais des amis qui me disaient toujours une boulangerie ça peut tenir que si il y a la femme du boulanger qui travaille ou le mari qui travaille dans la boulangerie aussi, et pourquoi pas peut-être dans une quincaillerie que si les enfants aussi peuvent mettre la main à la pâte, parce que il y a besoin de cet effort de collectif sans pour autant peut-être générer des salaires de la même manière, et c'est comme ça que ça existe. De ce fait, on a le droit de se dire que dans certaines familles, pouvoir se sortir, si on en a envie, parce qu'il y a plein de gens qui sont très très fiers aussi et très contents de pouvoir perpétuer la tradition, ça va peut-être être plus délicat que d'autres en fonction de comment ça se passe à l'intérieur du foyer. Ouais, et ce que tu dis, moi, me fait penser à ce que Bourdieu disait. Alors, c'était dans les années 70, on est fin des années 60, début des années 70. On est vraiment sur le déterminisme social de Bourdieu. Là, pour le coup, ça devient très bourdieusien, avec cette idée, merci, que qu'on peut choisir comment dire, son compagnon ou sa compagne en fonction de la classe dont il est ou elle est issue. Ce qui veut dire que, alors c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, quoique un médecin ou un notaire ou un avocat n'ira pas se marier avec une femme de ménage ou une caissière. En général, de la même manière qu'un notaire ne va pas avoir un enfant qui va devenir éboueur. Enfin, c'est des gros clichés, on est bien d'accord. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas et qu'il n'y a pas d'exception. Mais j'adore ça. Ça, j'adeur. On voit que toute la famille des Bini sont avec toi. Là, toute la famille est réunie. Ça fait chaud au cœur. C'est pas facile de rester concentré, mais c'est très sympa en tout cas. Et donc oui, effectivement, on est bien sur l'idée que ça reste des stéréotypes, mais le travail de Bourdieu prouvait effectivement à l'époque, et il y a très probablement encore une forme de vérité dans tout ça, qu'il y avait des inégalités sociales qui étaient reproduites par le fait que le milieu dont on était issu allait nous conditionner à reproduire finalement, dans une certaine mesure, ce qui nous avait vu naître. Donc, quand on a un père qui est médecin, et moi j'en ai autour de moi, il y a le papa est médecin, le fils devient médecin, le papa est avocat ou notaire, le fils devient avocat ou notaire, et étrangement, il ne se marie pas avec la première venue qui est, je ne sais pas, sans vouloir dénigrer, agricultrice ou caissière. Donc on peut avoir effectivement... Oui, puis parce qu'il y a le maintien de la classe sociale, et puis il y a aussi une culture collective. Donc il y a quand même quelque chose qui nous vient dans l'éducation familiale, qui est de l'ordre de comment, mine de rien, de manière inconsciente, je vais venir perpétuer des règles que je connais avec un vocabulaire, des systèmes de fonctionnement. Et ça va faire du lien assez rapidement avec effectivement l'influence du fonctionnement antérieur, et aussi, je voudrais un tout petit peu qu'on aborde, parce que je vois que l'heure tourne, ces notions un peu qu'on a en psychogénéalogie et avec l'heure tourne. L'heure tourne. Non, je ne peux pas le faire. Pardon, excusez-nous. Ça, c'est quand on est dans la fratrie, forcément, on fait des petites blagounettes. Et effectivement, il y a des outils qui sont très, très performants. Je pense, je disais au géonogramme et à la psychogénéalogie, où à un moment donné, on va étudier, on va poser vraiment sur plusieurs générations les faits importants de la famille, les naissances, les décès, les mariages, peut-être les fausses couches, et pourquoi pas même au-delà de ça aussi des événements qui sont fondamentaux, et observer dans l'arbre généalogique s'il y a des formes qui se répètent, si on voit qu'il y a des relations, on va même pouvoir encoder le type de relation qu'il y a entre un tel et un tel. Est-ce que c'était facile, léger, lisse? Est-ce qu'au contraire c'était un petit peu conflictuel? Et ce serait intéressant, si vous avez le temps, là, pourquoi pas, de réfléchir
déjà sur 2-3 générations, et puis après encore plus si vous avez l'occasion, mais c'est un petit travail d'investigation, de dire tiens, bah là, si je pars de moi, mes parents, mes grands-parents, les oncles et tantes, et est-ce que je vois quelque chose qui se répète? Et s'il y a quelque chose de dramatique, et parfois on voit de manière complètement inconsciente, dans chaque famille, il pourrait y avoir un décès au deuxième enfant, par exemple. Ou dans chaque famille, il y a un divorce avec telle personne à telle place, dans telle fratrie. Donc ça paraît un petit peu ésotérique presque, on se demande d'où ça vient tout ça. Et pourtant, c'est encodé, ça fait partie d'une histoire familiale et qui traverse un peu les générations. Comment on porte ça? Il y a un livre merveilleux qui avait eu le prix Goncourt qui s'appelle Le Soleil d'Escorta, qui était un livre de Laurent Godet, qui racontait comme ça très très bien comment le destin d'une famille entière est impacté à partir d'un événement tragique. C'est l'histoire d'une jeune femme au début du siècle dernier qui subit tristement un viol dans la campagne italienne et elle tombe enceinte de ce viol-là. Et de ce fait, toutes les générations qui vont suivre, qui découlent de cet enfant et de cette honte et de cette opprobre, vont ensuite avoir une destinée pourrie, tragique, terrible, et comment à chaque génération ils vont essayer de se sortir de là et de petit à petit changer de cette forme. Et c'est toujours poignant d'observer ces récits-là. C'était une phrase très très longue. Oui, reprends ton souffle. Et puis ça va. Vas-y. Il y a Richard qui pose la question comment travaillez-vous en systémie? Alors, comme tu l'as dit, on a plusieurs outils qu'on peut utiliser en systémie. Le génogramme dont tu parlais sur 3 générations. Le sociogénogramme, si on veut partir sur sur plus de générations, on peut aller jusqu'à 7 générations, voire plus après, mais ça commence à être très très grand. On travaille avec l'approche structurale, et c'est quelque chose qu'on va vous présenter tout à l'heure. On va travailler sur le blason, on va vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, la psychogénéalogie, le génogramme, le sociogénogramme, les constellations fraternelles aussi, c'est quelque chose qu'on utilise en systémie familiale, parce qu'on a, dans le modèle systémique, tendance à penser que parce qu'on est en thérapie bref, c'est l'ici et maintenant, orienté solution. Et Paul Václavic le disait sur l'inspiration des travaux de Murray Bowen. C'est pas parce qu'on fait de la systémie et qu'on est orienté thérapie brève, donc solution, qu'on est hermétique au passé. Et on peut tout à fait accepter l'idée que la famille dont on est issu nous a influencé, et parce qu'elle nous a influencé, on porte ces gènes, et on peut reproduire des choses qui font partie de cette famille. On est sur la transmission alors de malédictions, mais peut-être d'autres choses. Je lisais un petit peu dans le fil d'actualité, et c'est un petit peu en lien avec les exemples que tu donnais, Laure. Il y a être maman à 16 ans de génération en génération, les mêmes écarts d'âge entre enfants, il y a des prénoms aussi qui se répètent au fil des générations. Il y a une influence du système auquel on appartient. Et comme les collègues en ont déjà parlé sur différents cafés, on a ces notions d'inconscient, on a l'inconscient, j'entendais Alain Héril en parler encore l'autre jour, on a l'inconscient, le nôtre, mais on a aussi l'inconscient collectif. Et là, on peut intégrer la notion d'inconscient familial, finalement, avec cette idée qu'à l'intérieur de cet inconscient familial, qui est porteur finalement de certaines choses qui ne nous appartiennent pas, mais qui se transmettent de génération en génération, on peut les récupérer. Et peut-être que c'est l'occasion, quand on va faire ce travail en systémique familial, c'est l'occasion de, justement, cette patate chaude, ne pas la récupérer et l'envoyer à la génération d'après, mais peut-être de régler symboliquement, ou même autrement encore, ce qu'il y a à régler. Et dire, ok, je peux être fidèle, je veux rester loyal envers cette famille qui m'a tant donné, mais ça, par contre, je ne le reproduirai pas, et ça, je m'en affranchis. On peut le penser comme ça. Je m'en affranchis, et même, pourquoi pas, si je garde une loyauté par rapport à ma famille, en faisant du tri, la catharsis entre le bien et le mal, entre ce que je décide de garder, et parce que aussi j'ai les transmissions de cette famille, je peux avoir mon libre arbitre pour décider de retirer cela, pour ensuite générer
aux générations qui vont suivre et pourquoi pas même à l'horizontale, un autre type de patrimoine. Dans certaines mêmes philosophies, on pourrait même penser, dans certaines approches, tout à l'heure on disait est-ce que je suis dans le bon vaisseau par rapport aux familles, on pourrait même se dire que ce serait impactant dans les générations remontantes en fonction des approches. Mais tout de suite, puisque l'heure tourne, et non pas l'or, ou sinon, comme dirait Marie-Si, tu sors, on va vous proposer déjà pour continuer à travailler sur à ce travail identitaire, un outil qu'on aime beaucoup là qui s'appelle, tu es prêt, le blason. Le blason. Et alors ça, c'est un travail génial. Alors, il va vous montrer le sien, Stéphane. Regarde ce beau blason. Non, attends. Hop là, voilà. C'est comment, et on y revient tout de suite, historiquement, ça servait à quoi le blason? Moi, ça me fait penser tout de suite à Braveheart et à Mel Gibson quand ils sont, voilà, tous ces hommes en kilt calés sur le champ de bataille et avec leurs couleurs, avec leur drapeau, et il y avait des milliards de personnes comme ça qui allaient se sauter dessus, et il fallait se reconnaître. Donc adopter des couleurs, mais aussi adopter un slogan, une phrase culte, quelque chose qui fait que on peut ensemble se reconnaître dans une phrase qui nous résume tous et qui vont nous motiver et nous donner l'envie d'aller ensuite, pourquoi pas, sur le terrain de bataille et sans prendre le risque de taper le membre de sa famille qui est à côté. Donc, le blason, c'est vraiment un super boulot qui sert à se reconnaître. Et toi, je vois le tien, mais on l'expliquera peut-être tout à l'heure. Il y a marqué, regardez, en phrase donc, du blason Bini, l'amour comme épée, l'humour comme bouclier. Il y a un symbole qui est un arbre de vie, le bleu. Voilà. Et puis, on voit là le SLL. Ouais. Parce qu'en fait, alors c'est un modèle, hein, mais Loïc aura la possibilité, et d'ailleurs, merci Loïc pour l'animation de cette Coucou Loïc. Il va nous envoyer le modèle tout de suite, qu'on puisse le faire avec vous. Génial. Et donc, on va voir qu'il y a une devise. Qu'on peut y mettre des emblèmes, et en fait il y a pas mal de compositions. Alors là c'est un modèle que tu nous as donné, Laure. Il y en a d'autres. Moi j'ai choisi sur ce que je vous montrais tout à l'heure de mettre cette devise avec l'amour comme épée, l'humour comme bouclier. Alors c'est pas de moi, c'est de Werber, et c'est quelque chose qu'on aime bien. L'arbre, il a sa symbolique avec ses racines, avec les fruits qu'il peut produire. Si on voyait bien sur le schéma, le tronc, en fait, c'est un homme et une femme. On voit, en fait, qu'ici, c'est un homme et une femme. Donc, il y a le couple aussi qui est à la base, et puis le S2L, parce que S comme Stéphane, L comme Ludivine, ma chérie, donc, et les deux L parce qu'on a deux garçons, et que nos deux garçons ont deux L dans leur prénom, Colline et Solal, pour pouvoir s'envoler et pour pouvoir aller toujours plus haut et plus loin, finalement. Donc nous, on a choisi de le faire comme ça, notre blason, mais après, on a plein de modèles, et comme tu le disais, qu'est-ce qui fait que c'est quelque chose qui va nous coller et qui va nous correspondre, et qui fait que notre famille va pouvoir s'identifier? Je te laisse absolument. La main. Ouais. Et du coup, effectivement, là, on peut voir dans ce modèle-là, ce serait intéressant de réfléchir à votre passé commun dans cette famille. Quels ont été les événements importants qui vous ont marqué, qui vous ont réunis, peut-être même qui vous ont parfois heurté et éloigné. Qu'est-ce qui, dans votre présent aussi, est important aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous réunit? Qu'est-ce qui vous mène? Peut-être même qu'est-ce qui vous transporte? Qu'est-ce qui vous motive dans votre avenir? Quel est votre projet commun? Au niveau de la famille, c'est intéressant aussi de s'interroger sur est-ce que ensemble on a quelque chose qui continue à nous réunir, à nous donner envie, à nous identifier. Et à chaque fois, dans ces phrases cultes, et c'est intéressant de les faire chacun de son côté, puis de confronter, pourquoi pas, pour choisir une phrase, un objet, une image qui va venir symboliser tout ça. Et pourquoi pas même un cri. Et cette devise va venir résumer cela. Et vous pouvez trouver des matrices de ce blason sur Internet extrêmement facilement. Il suffit de mettre blason vierge, par exemple, et vous avez un modèle, ou simplement vous le dessinez. Ah, merci Loïc. Ou vous allez, comme le fait Stéphane, piquer le bouclier de votre enfant. Exactement. Pour dessiner avec lui. Ça, c'est une activité de confinement, là. Voilà. Chacun, vous faites vos armoiries. Et ça, c'est hyper sympa. Et ça va créer quoi? Ça va créer du lien ensemble. Et puis, vous aurez votre signe de reconnaissance. Et on pourrait même se demander, en situation de conflit entre vous, quand il y a des moments où peut-être entre les parents et les enfants, même entre les enfants, dans le couple, s'il y a quelque chose qui vient vous crisper, ce serait intéressant de dire, si on sort le blason, que ce blason-là, il va au-delà
du nœud d'aujourd'hui, par exemple. Et est-ce qu'on est toujours sous la même bannière, sous le même blason, ou est-ce qu'en cas de conflit, je vais ressortir mon blason de ma famille d'origine et je vais aller combattre la famille de ma compagne ou mon compagnon, en fait? Oui. Est-ce qu'on dissocie? Ou est-ce que même à un moment donné, j'ai que mon blason à moi perso, que pour moi, encore autre chose? Et moi, nous, ce qu'on voulait vous proposer, c'est de partager avec nous, parce qu'on trouve que c'est un super rituel et en plus, ça fait des résultats toujours super. Donc, il y a la petite adresse qu'il fait bien, là, les cafés@synapse.fr. Quand vous avez fait votre blason avec votre famille, envoyez-les nous. Et puis, si vous nous les envoyez, on partira du principe que vous êtes en accord avec le fait qu'on les partage et pour qu'on puisse ensuite les intégrer dans la famille Synapse, dans le Synapse World et pourquoi pas voir comment ça fait. Et si on les aime bien et qu'on les trouve beaux, on les publie, sinon, enfin, pardon. Non, tu sors. Oui, Marie-Sigrid, tu sors. Encore un quart d'heure, s'il te plaît. Encore un quart d'heure. Alors, allez. Juste parce qu'il nous reste peu de temps et qu'il est important de continuer, c'était Philippe et Jean-Charles qui parlaient la dernière fois sur les paroles d'experts. J'entendais Philippe reprendre un petit peu, ou paraphraser Sartre, qui disait que l'important, c'était pas ce que la vie a fait de moi, mais ce que je fais de ce que la vie a fait de moi. C'est un petit peu, il y a des personnes qui viennent nous voir en cabinet et qui nous disent oui, mais moi, avec la famille que j'ai eue, avec ce qui s'est passé dans ma famille, etc., ce qui se passe, c'est de la faute des autres, je suis comme ça et je peux rien y faire. Moi, j'aime beaucoup ce que dit Sartre, en fait, dans l'existentialisme est un humanisme, c'est l'important, c'est pas ce que ma famille, on pourrait le reformuler comme ça, a fait de moi, mais c'est ce que je fais de ce que ma famille a fait de moi. Et en fait, il n'y a pas de déterminisme, je le lisais tout à l'heure. Oui, on a été influencé, mais c'est pas parce qu'on a été influencé qu'on doit forcément continuer sur cette voie-là. Et il y a l'idée, alors Sartre le dit aussi, j'étais devenu un enfant, ce monstre qu'ils façonnent avec leur regret. Peut-être qu'on peut accepter aujourd'hui, dans le travail qu'on pourrait faire vis-à-vis de cette famille, de s'en affranchir et de devenir peut-être cet adulte que je construis avec mes rêves pour conjurer cette malédiction familiale, par exemple, ou tout ce qu'on m'a donné dont je ne veux plus, avec l'idée, justement, encore une fois, de s'affranchir de tout ce qui peut être toxique dans ces liens familiaux. Et oui, pas mieux. C'était hyper beau et intense. Et après, effectivement, dans ce qui est toxique, et très souvent, quand on parle de la famille, la question, c'est comment. Donc, bon, le blason, c'est quelque chose qui peut créer du lien et qui va vous permettre de reprendre une forme de conscience identitaire. Mais c'est intéressant aussi de questionner, tiens, qu'est-ce qui fait que la famille, parfois, elle peut être tourmentée? Il y a des événements majeurs qui viennent impacter le système et le bouleverser. Alors pour ceux qui ont déjà fait un peu la formation en systémie ou ne serait-ce que la base, j'en appelle juste, c'est pour vous titiller un petit peu, pour vous maintenir en efficience. Souvenez-vous des changements de type 1 et de type 2 et souvenez-vous des apprentissages de niveau 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ma famille, potentiellement, elle peut être bouleversée. Et par exemple, il y a l'arrivée du premier enfant. L'arrivée du premier enfant, c'est une crise en soi qui remet en cause un peu le paradigme, l'équilibre du couple et qui amène, on passe de couple à famille. Et en quoi c'est indépendamment de je suis crevée, je dors pas, etc., etc. Mais qu'est-ce qui fait que les règles maintenant vont se redéfinir? Oui, Stéphane, je te voyais. Ouais. Oui, parce qu'en fait, je me demandais si Loïc pouvait nous envoyer la première slide le PowerPoint. Parce qu'on en a parlé la dernière fois, Loïc. Et on va parler de structural, en fait, d'approche structurale qu'on doit à Minuchin. Quand on travaille en familial, et en systémique, on va prendre en compte le système. Donc voilà, on a à l'image ce premier système où on a l'homme, la femme, si on est sur un modèle classique, mais ça pourrait être homme ou femme, peu importe. Et on voit que les flèches, elles matérialisent les relations et les interactions. Là, on est sur un système couple. Donc le 1 plus 1 égale 3, et le 3, c'est ce qu'on voit en orange, en fait. On a donc maintenant ce couple. Mais quand effectivement, comme tu le disais il y a quelques secondes, Laure, il y a un enfant qui arrive, il va y avoir une déstabilisation de ce système, en fait, parce qu'on a un nouvel élément qui arrive à l'intérieur, et ce système devient un nouveau système qui va être un couple parental ou une petite famille, et on pourrait du coup imaginer à terme, avec l'arrivée d'un deuxième enfant,
l'émergence d'un nouveau système, qui serait un système fratrie. Si on peut voir Vas-y, Loïc. l'image d'après. Exactement, Super. voilà. Donc là, ils ont grandi, on a un ado, on a un enfant, mais on voit qu'il y a une fratrie et qu'à l'intérieur de cette fratrie, on a deux éléments qui interagissent. Et là, quand on est sur les questions d'approche structurale, on est sur les questions, comme tu le disais, de règles, de sous-systèmes et de frontières. Et on va voir qu'entre les sous-systèmes, on a des frontières qui peuvent être plus ou moins souples ou plus ou moins rigides. On a des règles par rapport aux relations entre chacun des membres de la famille. Et là, si on peut voir celle d'après, voilà, super, merci. On voit qu'il y a la relation papa-maman, il y a la relation ado-enfant, parce que là, on a vraiment deux sous-système exécutif parental et sous-système fratrie. Et on va voir bientôt que ça peut largement se complexifier, parce qu'on voit qu'il y a... On va juste ralentir un petit peu. Parce que, du coup... merci Loïc, voilà, super. Mais oui, pourquoi pas. Mais effectivement, il y a dans le système exécutif et dans le système fratrie, je repense à la question comment on fait pour travailler avec les systèmes tout à l'heure. Souvenez-vous, effectivement, et ces slides sont particulièrement bien exécutés, n'est-ce pas? Il y a vraiment, chaque couleur représente un système en lui-même avec ses interactions, ses modes de fonctionnement aussi. On vous rappelle un peu ce dont on s'était parlé dans la théorie des systèmes, quand on avait parlé un peu du couple déjà à la première émission, c'est qu'effectivement, chacune de ces couleurs a son propre fonctionnement qui va se mettre en rétroaction et en logique circulaire avec celle d'à côté. Alors effectivement, il y a marqué ado-enfant, ça pourrait être enfant-enfant, ado-ado, voilà. Et effectivement, on arrive à la slide d'après. On a voulu faire simple et on a voulu garder juste 2 enfants, mais imaginez que vous avez 3, 4 ou 5 enfants et vous voyez que la systémie devient de plus en plus complexe. Donc, on a le papa qui est un premier système en lui, la maman qui est également un système, l'ado qui est un système, en plus en mutation parce qu'il est sur une transition, l'enfant qui est aussi un système en lui, et chaque système interagit au sein de son sous-système, ou la fratrie, ou le couple, et on va voir qu'il y a toutes ces flèches qui peuvent être le papa qui interagit avec le sous-système fratrie, la maman qui interagit avec le sous-système fratrie, l'ado qui interagit avec le sous-système couple en généralisant et en disant ouais, les parents ils comprennent rien, ils sont relous, ils sont ci, ils sont ça. Qui fait ça? Non, jamais, ça n'a jamais existé. Jamais, non, ça jamais. Non, ça c'était une légende. Non. On voit qu'effectivement, il y a cette complexité. Alors, qui dit complexe dit pas forcément compliqué, hein. On peut avoir des relations qui fonctionnent très bien, mais ça va effectivement dépendre de la nature des règles qu'on met. Est-ce qu'on... Enfin, alors tiens, on pourrait passer à l'image d'après. Oui, attends, juste, je voulais juste vous proposer quelque chose en rebondissant toujours sur ce que tu disais. C'est que, bon, là, c'est une représentation à plat, on descend avec des flèches. Imaginez que c'est un système et que chaque personne physique a un petit lien. Imaginez qu'il y a une petite corde, en fait, entre papa-enfant, entre ado-maman, entre papa-maman, etc. Imaginez que tout ça, c'est des petits fils. Donc, vous pouvez le ressentir physiquement, vous pouvez le voir, vous pouvez l'entendre, etc. Imaginez que maintenant, sur un de ces fils, il y en a un qui devient rigide. Imaginez que maman, elle fait un tour sur elle-même, par exemple. Imaginez que papa fait un pas en arrière. C'est très, très limpide de voir comme dès qu'il y a un élément du système qui bouge ou qui ne bouge plus, ou qu'il y a un de ces liens qui change de sa nature ou qui a plus d'élasticité ou plus de rigidité, comme ça vient de fait impacter sur tout l'ensemble. Pardon, voilà, c'était juste pour ramener une métaphore au-delà du... Déjà, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est un peu en interaction, quoi. Et souvent, qui est dit, c'est que c'est l'élément le plus souple et le plus adaptable du système qui va permettre à tout le monde de se mettre en mouvement, en fait. Et c'est ce qui fait, alors là, on n'aurait pas le temps de travailler dessus parce que ça nous amènerait trop loin, mais c'est ce qui fait qu'en systémie, on a souvent un patient désigné et on va avoir l'enfant qui nous est envoyé en consultation parce qu'il présente certains troubles. Et ce qu'on a l'habitude de dire, nous, en systémie, c'est pas l'enfant qui a un problème, c'est le système qui a un problème. Et l'enfant n'est que le symptôme, c'est-à-dire que c'est lui qui est révélateur du dysfonctionnement, mais c'est parce que voilà, c'est le symptôme du système. Et finalement, c'est chez lui que ça se manifeste.
mais c'est la famille qui a un problème, c'est le système famille qui a un problème. Ça peut être un problème en lien avec le travail, avec la perte de travail, avec une relation tendue avec les parents, mais vu qu'il y a une certaine forme par rapport aux croyances de nécessité de protéger le système conjugal, eh ben, on ne peut pas remettre en cause ce qui se passe, même si ça dysfonctionne. Donc, il va y avoir une déviation et ça va se répercuter sur l'enfant qui va être porteur de la problématique, du symptôme. Et c'est lui qu'on verra finalement en cabinet. En cabinet. Mais c'est intéressant ce que tu dis là parce que ça fait penser qu'effectivement, dans une approche systémique, comme on va observer l'ensemble des éléments qui sont concernés, même si c'est l'enfant qui est le symptôme, on va chercher à voir quelles sont toutes les transactions, toutes les flèches, à quel endroit c'est figé, pas figé. Et il est possible que la meilleure intervention se fasse par un autre des éléments du système qui, lui, n'a pas un symptôme apparent. Exactement. Il nous reste 4 minutes, donc on va passer la seconde. Minutes, on peut passer sur celle qui est après. Alors là, on l'a resimplifié. Ah ouais, c'est magnifique, ça, j'avais oublié. Là, on voit parce que c'est l'image d'une frontière qui est la frontière bulgaro-turque. C'est très joli comme ça. Et on voit que c'est bien fermé et qu'on sait qu'on ne pourra pas passer là. C'est juste pour illustrer le fait que quand on travaille sur la structurale, et c'est peut-être quelque chose que vous pouvez observer aujourd'hui, c'est la nature de la frontière qui existe entre le sous-système parent que vous êtes, auquel vous participez ou auquel vous appartenez, et le sous-système de vos enfants. Est-ce que les frontières sont claires? Est-ce que les territoires sont suffisamment clairement dessinés? Est-ce que les enfants ont leur chambre et les parents ont leur chambre? Est-ce que tout le monde dort dans la même chambre? Est-ce que tout le monde dort dans le même lit? Est-ce que... comment dire? Et si c'est le cas ou pas le cas, quelles sont les intentions qui vont avec aussi? Parce que c'est pas parce qu'on a des chambres séparées que pour autant il n'y a pas une forme de porosité entre les deux systèmes et qui pourrait ensuite amener un dysfonctionnement. Parfois, il y a des gens effectivement qui peuvent vouvoyer leurs parents, ça met une distance, mais j'en connais d'autres qui vouvoient leurs parents et qui pour autant sont extrêmement proches. C'est comme la question du tutoiement. Moi, très souvent, on me demande est-ce que tu tutoies tes clients en cabinet? La vie fait que j'ai l'habitude du tutoiement, je le fais assez facilement et pour autant, ça ne me rapproche pas plus ou ça ne met pas plus de distance. Donc, c'est intéressant de garder quelle est l'intention qu'il y a derrière l'action. Exactement. Donc, on a vu qu'il peut y avoir une barrière ou une frontière très rigide qui pouvait générer un désengagement dans la relation, dans les relations entre enfants-parents, mais pareil, hein, on pourrait la voir aussi verticale, cette frontière entre le papa et la maman ou entre les frères et sœurs. Là, on voit qu'il y a une confusion de frontières. La frontière n'est pas claire. Et si on ne sait pas clarifier la frontière et dire, ben voilà, là, on a un pays, là, on en a un autre, là, on a un système, là, on en a un autre, là, il y a des territoires qui sont clairement définis. Il y a des risques de confusion et même si parfois on dit que la confusion est la porte d'entrée à la réorganisation des perceptions, là, en l'occurrence, cette confusion, elle génère peut-être du dysfonctionnement. En tout cas, c'est ce que nous enseigne ce modèle. Ouais, on pense, pour être concret, pour avoir un exemple concret, juste pour que ce soit plus clair pour vous, des fois que ça ne le soit pas, par exemple, il y a des familles dans lesquelles finalement ce sont les enfants qui deviennent un peu les parents et qui deviennent un petit peu éducatifs. Ce sont les enfants qui, à un moment donné, donc c'était plus la slide d'avant, Loïc. Ouais. Avec un parent. Merci. Enfin, c'est quand on est sur la porosité, c'est quand il y a un parent qui est un petit peu défaillant et que tout d'un coup c'est l'enfant qui endosse une dimension adulte. Mais inversement, c'est quand tout d'un coup les parents viennent trop s'immiscer dans l'intimité des enfants. Il y a toujours des grands débats aussi sur est-ce que la chambre de l'enfant, le parent, il a le droit ou pas de rentrer dedans? Est-ce qu'il doit toquer, pas toquer? Il y a des histoires de territoire physique, mais aussi d'intimité. À quel endroit ça se passe? Est-ce que effectivement les chambres elles doivent garder les portes ouvertes, quel que soit le contexte, les discussions? Je pense aussi aux ébats amoureux. Et là, on va parler même de climat incestuel quand il y a des choses qui sont pas assez étanches, par exemple. Sur la slide d'après, très vite. On peut voir qu'il y a une disproportion, en fait, et ça pourrait juste illustrer le fait que les enfants sont mis en avant, ils sont peut-être mis sur un piédestal, c'est les enfants avant tout, on s'occupe des enfants, et peut-être que ça se fait au détriment du couple qui, lui, devient tellement petit qu'on ne le voit plus. Voilà, ça c'est pour illustrer. Et puis celle d'après, là, je pense que c'est la dernière, ou pas loin.
Ah, il est parti, Loïc. Ah oui, c'est l'heure. Non, non. Ouais, Il est parti. Allez, vite, on conclut. Je suppose que les enfants sont adultes. Si est-ce que le système change quand les enfants grandissent? Ça dépend. Est-ce que y a un nouvel équilibrage qui s'est fait ou pas? Et est-ce qu'on leur donne la permission, en fait? Est-ce qu'entre parents, on autorise l'enfant à... Est-ce qu'on s'autorise ou est-ce qu'on s'autorise à le voir plus grand? Est-ce qu'on s'autorise à voir qu'il a pris de l'autonomie ou au contraire, est-ce qu'il restera toujours notre petit garçon ou est-ce qu'elle restera toujours notre petite fille? Et c'est bien la problématique de certaines personnes qui viennent nous voir et qui nous disent « Bah ouais, mais moi, on me laisse pas respirer, j'ai ma mère ou j'ai mon père sur le dos, etc. » Exactement, ouais. Et c'est extrêmement souffrant. Oui, là, on nous fait vraiment le signe en régie que c'est le moment de conclure. Un presque mot de la fin, c'est juste pour dire que voilà, avec ces histoires de règles, avec ces histoires de frontières, de distance, etc., l'idée, c'était évidemment pas de vous faire un cours, mais simplement de comprendre qu'aujourd'hui, vous pouvez apporter un regard sur votre système, même s'il est difficile d'avoir du recul sur le système auquel on appartient. Peut-être juste regarder en termes de frontières, de règles de fonctionnement. Est-ce que dans cette famille, il y a suffisamment de distance? Est-ce que les sous-systèmes sont suffisamment délimités pour qu'on puisse fonctionner en harmonie et voilà, je te laisse terminer. C'est beau, bravo, merci beaucoup. Merci à tous pour répondre à la question. La crevette et la rayure, c'est mon emblème à moi. La crevette et ou / la langoustine, à chacun son identité, c'est mon blason. On vous remercie encore à tous. Partagez, likez, faites des cœurs, envoyez, abonnez-vous à la chaîne. On a un petit peu accéléré, on espère que ça vous a plu. Il y a tellement de choses à dire sur la famille, n'est-ce pas, et tout ce qu'on peut en faire. En attendant, on vous rappelle que ce soir, Tea Time Hyper Imperia, demain, les rêves avec Alain Héril, après-demain, prenez votre Power Shot, etc., etc. En tout cas, continuez à bien vous synapser. Merci à tous et beau blason. On vous attend. Synapsez-vous.